Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investir pour demain. Après avoir fait un premier sujet sur l'immobilier avec Axel Paris, aujourd'hui, on va parler d'immobilier papier. Et pour cela, nous avons le plaisir d'inviter Thomas Créton, conseiller financier indépendant et fondateur d'Investir Simple. Il va nous expliquer ce que sont les SCPI, pourquoi cela peut être pertinent de les intégrer dans ta stratégie d'investissement et quelles sont les différentes stratégies avec ces SCPI. Donc reste bien jusqu'à la fin. La valeur partagée sera très enrichissante. Et au passage, abonne-toi pour que je puisse amener d'autres experts sur ce podcast. Salut Thomas et bienvenue à toi sur Investir pour demain. Salut Emilien, bah écoute, merci à toi de ton invitation. Bah écoute, c'est un plaisir, franchement, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais un peu te présenter et expliquer un petit peu ton parcours potentiellement? Bien sûr, donc je suis Thomas Creton, fondateur donc de Investir Simple, donc un média d'éducation financière, donc en version podcast et YouTube, qui a été créé en septembre 2020, qui s'appelait Avant mon budget zen. Voilà, je suis conseiller en investissement financier, au conseil indépendant. Pour y revenir si tu veux dans l'épisode, si tu veux creuser ce sujet-là. Et voilà, donc j'aide les particuliers à apprendre à investir simplement, juste prix, sans jargon. Et puis voilà. Alors j'ai fait bref pour pas m'éterniser, mais là, je t'ai fait la présentation du business actuel. Si tu as besoin de revenir sur l'avant, tu me dis Ok, et sinon t'inquiète, on enchaîne. ok, ouais, parce que là on a un gros sujet à parler aujourd'hui des SCPI, donc C'est ça, on a du franchement pain c'est sur la cool. planche. Et puis ouais, tu vas nous partager toute ton expérience là-dessus. Alors pour démarrer, notamment pour les néophytes en immobilier papier, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est une SCPI et comment ça fonctionne? Ouais, bien sûr. Donc déjà SCPI, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire Société, civile de placement immobilier. Et le concept, en fait, c'est d'acheter, en fait, en tant que particulier, tu vas acheter des parts d'une SCPI qui, elle, va acheter, gérer, un parc immobilier. Donc, celle qui va gérer l'achat, la vente, les travaux, la gestion des locataires, elle va tout faire à ta place. Les locataires payent un loyer à cette SCPI et la SCPI te reverse une partie des loyers. Et cette SCPI est gérée par une société de gestion, donc qui est vraiment externe à tout ça. Donc tu as vraiment une sorte de cercle qui se passe entre l'épargnant qui souscrit à la part de SCPI, la SCPI qui fait toute la gestion des locataires, les locataires, ils payent la SCPI et la SCPI te reverse une partie des loyers. Alors j'ai un super schéma et tout, mais il faudrait le présenter à Ouais, l'écran. Mais voilà, j'espère tu l'as avoir très à peu bien près montré. expliqué, voilà. Donc ce qui diffère par rapport à l'immobilier, c'est que là une SCPI, clairement on n'a rien à faire à part investir quoi. C'est ça? Bah, les 2 grosses, distinctions avec l'immobilier physique, la première c'est la passivité, clairement. C'est Hmm. vraiment de l'immobilier, bah, que tu fais depuis ton canapé, sans avoir à chercher de locataires, à gérer, voilà, des chiottes qui fuient et compagnie. Tu as vraiment un revenu vraiment passif parce que tu vois, dans l'immobilier physique, on parle souvent de cash flow, de revenus passifs, mais c'est vraiment du revenu semi-passif en réalité. Parce que dès que tu fais de l'immobilier physique, tu as toujours des choses à gérer. Même si tu délègues tout, même si tu fais de l'immo clé en main, même si tu mets en agence, tu as toujours des trucs à gérer, la banque, le syndic, les locataires, quand tu as un vrai problème, il faut toujours le gérer. Avec une SCPI, tu as vraiment, vraiment rien à gérer. Alors, à part le crédit, on pourrait y revenir après si tu fais un crédit, mais si tu investis Mhm. au comptant, voilà, tu choisis ta SCPI ou ton portefeuille d'SCPI et tu as tes loyers qui tombent vraiment passivement. Et la deuxième grosse, il y a plein de choses qui différencient avec l'immobilier, mais je te dis un peu celle qui me vient en tête. Tu as le fait que tu es pas investi réellement sur les mêmes actifs que l'immobilier physique. Parce que quand on parle d'immobilier physique, par abus de langage, c'est l'immobilier résidentiel. Tu peux bien sûr faire de l'immobilier physique et acheter du commercial, mais bon, par abus de langage, on pense souvent plutôt à acheter des apparts pour loger des gens. L'immobilier en papier, en SCPI, dans la grande majorité des cas, c'est de l'immobilier d'entreprise. Donc ça va être des commerces, des bureaux, des établissements de santé, des crèches, enfin voilà, ça va être tout ce qui va être immobilier commercial. Il existe des SCPI résidentiels, mais elles sont très, très, très marginales. Donc voilà, ça c'est une autre grosse différence avec l'immobilier physique, on va dire classique. Et l'autre chose aussi, alors là, on rentre peut-être un peu plus dans les détails des avantages et inconvénients, mais c'est que tu vas être ultra diversifié en fait, en un seul ordre. Parce que si tu démarres en immobilier physique, quand tu achètes un appart, enfin ton premier appart, bon ben, tu es ultra concentré. C'est comme si, imaginons, je sais pas, tu mets 10 000 de frais de notaire pour lever 100 000 et tu achètes un appart à 100 000.
C'est comme si aujourd'hui tu mettais, 100 000 € sur l'action Coca, tu vois? Je dis pas que Coca est une bonne ou mauvaise action, mais personne ferait ça, tu vois? Si tu investis en bourse, tu vas jamais, mettre tout sur une action. Soit tu construis un portefeuille avec plusieurs lignes, soit tu prends des ETF. Et la troisième chose qui différencie l'immobilier physique de la SCPI, ça va être le fait de pouvoir être diversifié super facilement. Parce que quand tu fais de l'immobilier physique traditionnel, bah, généralement, quand tu achètes un appart, bah, tu vas mettre je sais pas, disons un crédit de 100 000 € pour acheter un appart, tu vas te concentrer que sur un bien. Alors que avec une SCPI, tu peux en acheter pour 100 ou 200 € et la SCPI, automatiquement, elle possède déjà un parc immobilier. Donc tu es déjà propriétaire d'un petit bout d'un parc immobilier complet. Donc tu es ultra diversifié en termes de biens locatifs et du coup aussi en termes de locataires. Donc c'est-à-dire que s'il y en a un qui paye pas, bon, bah, tu le sentiras pas passer. Alors que quand tu fais de l'immobilier, physique classique et tu achètes qu'un appart, bon, bah, si le locataire il paye pas, bah, tu vas le voir sentir quoi, tu vas le voir passer pardon. Donc voilà pour dire les grandes, enfin les grandes différences que je vois avec l'immobilier, physique. Ok, et du coup par rapport à ça, ouais c'est vrai que par rapport au SCPI, le fait que ce soit vraiment diversifié, en moyenne dans une SCPI, enfin je pense que ça va varier, mais t'as combien de d'actifs? Enfin après ça dépend des SCPI je pense, mais très souvent le taux d'occupation il est autour de 90-95%. Alors, c'est différent déjà le nombre d'actifs qu'il y a et le taux d'occupation. Le nombre d'actifs, il va dépendre, bah, voilà, de la SCPI clairement, hein. Plus les SCPI sont anciennes, généralement plus tu as d'actifs. Les SCPI jeunes, généralement, bah, elles ont peu d'actifs forcément parce qu'elles démarrent. Mais, et sur le taux d'occupation, bah, pareil, ça va osciller, hein, ça va osciller entre, je dirais entre 85 et 100. Moi, je donne toujours comme enfin, on va dire comme critère de no go, de pas aller en dessous des 90. Si tu Ok. as un taux d'occupation inférieur à 90, c'est généralement un signe de mauvaise gestion et surtout un signe que, bah, les biens le parc immobilier n'est pas rempli. Donc, bah, du coup, tu as un risque d'impayé plus enfin, du coup, tu as une vacance locative, donc moins de loyer qui rentre, donc forcément un rendement qui sera impacté à la baisse. Donc et tu peux aussi suivre, hein, l'évolution du TOF, donc du taux d'occupation financier pour voir, dans quel sens ça va, quoi. En tout cas, t'as super bien. De toute façon, on y reviendra tout à l'heure par rapport aux critères de choix d'une SCPI. Mais t'as super bien expliqué le fait que ta comparaison avec Coca-Cola, franchement, pour un investisseur en bourse, comprendre cette comparaison par rapport à la SCPI, je pense que c'est très bien imagé. Et que dans l'immobilier, si t'as un bien et que le locataire ne paye pas, clairement, bah, t'es 100% dans tes œufs dans le même panier, quoi. Alors que la SCPI, ça te permet de diversifier globalement. C'est Donc, ça et on a souvent tendance à comment dire? Alors je suis pas là pour taper sur l'immobilier physique, hein, parce que je pense que ça reste un oui. super levier pour accélérer et s'enrichir, bien sûr. Mais on a tendance à omettre ce défaut de l'immobilier physique. Alors on met toujours en avant le côté que c'est chronophage et tout et ce qui est vrai, mais on a tendance à oublier ce côté surconcentration. Surtout quand on démarre. Alors évidemment, on est obligé de démarrer par un bien, donc on va pas enfin tu vois? On est obligé de commencer mieux vaut commencer par un bien et puis enchaîner plutôt que de ne rien faire et même mieux voir qu'un bien que de rien faire du tout, hein. Mais on a tendance à oublier que si on a un bien et qu'on fait plus rien à côté, bon ben, on est quand même ultra concentré, quoi. Donc mieux vaut bien maîtriser son marché, bien maîtriser son risque et bien choisir son locataire parce que si tu comptes sur ça pour, ton complément de revenu ou pour ta retraite et que le mec il arrête de payer, alors même si tu as des garanties machin et tout, enfin tu dormiras pas très bien la nuit, quoi. C'est comme si, bah, voilà Coca-Cola tu comptes sur son dividende, beh, s'il coupe son dividende, bon, bah, voilà c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, et c'est intéressant que tu me parles de marché, parce que personnellement, c'est vrai que moi, les SCPI, ça fait pas longtemps que j'en ai entendu parler. Pourtant, de ce que j'ai pu trouver en faisant mes recherches, c'est un marché qui date de très longtemps, non, les SCPI? Ça existe depuis très très longtemps. Depuis les années 70, ça existe, ça a commencé à être encadré, réglementé dans les années 70. Ok, Donc c'est un investissement, ouais, qui est assez vieux, hein et alors après, voilà, dans les années 70, forcément, on n'a pas aujourd'hui des SCPI qui datent des années 70. La plus ancienne, elle date des années plutôt 80, fin années 80, qui est Immorente. C'est une des plus anciennes et plus solides, mais ouais, ouais, c'est un marché qui est mature. C'est clair que c'est un marché mature. Alors, pas aussi mature que la bourse, hein. La bourse, c'est encore plus vieux. Mais si on compare ça, par exemple, aux cryptos, bah, forcément, c'est oui. beaucoup plus, mature, le marché des SCPI que la crypto, par exemple. Aujourd'hui, tu saurais me dire quelle est la taille de ce marché et également combien il y a de SCPI en France, en tout cas pour un Français qui peut investir dans une SCPI? Alors la capitalisation globale, c'est à peu près 90 milliards, entre 90 et 100 milliards d'euros Ok, aujourd'hui.
donc en avril, enfin en mai 2025, parce qu'on est le 30 avril aujourd'hui. Oui. Et le nombre de SCPI aujourd'hui, on est, à peu près à 215 SCPI, en incluant tout, hein, les SCPI, voilà, de Oui, rendement, les fiscal. SCPI, fiscales, les SCPI de comment dire? De patrimoniales aussi. Même si la grande majorité, ce sont des SCPI de rendement, mais voilà, il y a à peu près 215 SCPI, ouais. Même si ces OK. derniers temps, il y a beaucoup de SCPI qui sont créés, ça pousse un peu comme des champignons en ce moment. Ouais, Faut c'est ce faire que je me attention. disais parce que c'est vrai qu'il y en a énormément qui sont apparus. Par exemple, si on prend en 2020 quand toi t'as potentiellement commencé, tu saurais me dire combien il y avait de SCPI sur le marché par rapport à aujourd'hui? Parce que je pense que c'est aussi un critère à regarder et privilégier peut-être des SCPI après dans la stratégie d'investissement qui sont plus ancrés sur le marché, qui ont vraiment de la data historique, même si encore une fois les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Donc, toi, tu as vu un peu l'évolution qui était forte au niveau du nombre de SCPI qui s'est développé? Ben, alors, je vais pas te mentir, je me rappelle plus en 2020 combien il y avait des CPI. Oui, normal. Je pense pas que ça a pas doublé non plus, hein. Aujourd'hui, il y en a 215. Je dirais qu'il y en avait aux alentours de 200, tu vois? Enfin, ouais, je dirais qu'il y en a une dizaine, quinzaine de CPI qui en sont créés en 3-4 ans. Mais c'est à vue de nez, tu vois? Ça, c'est quand même une data à confirmer. Par contre, je reviens un peu quand même sur ce que tu dis, à privilégier les anciennes SCPI. Il faut quand même faire attention parce que il y a, il y a eu quand même, on va peut-être y revenir après, mais tu vois, en 2022 avec la remontée des taux, le marché des Oui, SCPI a été pas mal secoué et surtout les SCPI anciennes ont vraiment été secouées. Certaines SCPI ont perdu 40 de leur valeur, donc c'est vraiment énorme, OK, et c'est ouais. pas 40 qui vont revenir, demain en plus, hein. C'est des SCPI qui ont vraiment pris cher. C'est principalement des SCPI justement anciennes, des SCPI bancaires, des SCPI qui investissaient principalement dans des bureaux, à La Défense, à Paris, dans les grands et voilà, dans les grandes métropoles et surtout dans les bureaux, qui n'étaient pas diversifiés du coup en termes d'actifs. Et avec finalement l'essor du télétravail, bah, ils se sont retrouvés, Oui, ben, à avoir, moins de locataires, donc moins de rendement et aussi même tout simplement une chute des prix de l'immobilier qui a fait que leur valeur, de reconstitution, qu'on pourra détailler si tu le veux après, a baissé fortement et qui les a obligés à baisser leur prix de part et du coup pas qu'une fois, quoi. Il y a certaines CPI, ils ont baissé 3 fois le prix de part. Donc c'est énorme. Donc privilégier les CPI anciennes, oui, mais attention. mmh, Je pense que il faut, comme toujours, diversifier. Je pense que c'est bien d'avoir des 2, des SCPI jeunes et des SCPI anciennes. Aujourd'hui, la tendance est clairement aux SCPI jeunes, sans frais d'entrée, avec, des ouais, trop bons taux d'occupation, des très beaux rendements et tout. J'en recommande très régulièrement, hein, mais je suis pas de ceux qui recommandent que des nouvelles SCPI non plus. Parce que, ça reste, des SCPI qui sont neuves, enfin nouvelles, avec un business model qui est très récent, tu vois? Le sans frais d'entrée, c'est génial, moi je trouve ça génial, ça disrupte le marché. Mais faut voir dans 10 ans aussi, tu vois? Comment elles vont, comment elles vont réagir, voilà, avec la maturité du marché. Donc, moi je suis plutôt pro sur les 2, enfin diversifier avec du neuf et de l'ancien. Et surtout privilégier des SCPI diversifiés. Voilà, c'est un peu moi le grand mot OK. d'ordre, que j'ai et pas enfin faire attention aux SCPI spécialisés. Pourquoi pas en ajouter, mais plutôt en, on va dire, SCPI de conviction, tu vois? Mmh. Alors là, je fais un parallèle avec, toi, ce qui est ta spécialité qui sont les ETF. Je sais pas si tu as, cette philosophie-là, moi, avec les ETF, mais moi, j'ai tendance à raisonner avec la stratégie de cœur satellite, Oui, c'est-à-dire prendre des ETF de cœur de portefeuille, donc des ETF indiciels très larges, S&P 500, MSCI World, bref, que sais-je, mais des indices très larges qui vont suivre la perte du marché, qui vont représenter la majeure partie d'un portefeuille et éventuellement, pas obligatoire, des ETF satellites, comme des ETF thématiques, sectoriels, peut-être des smart beta, même si le smart beta, ça peut être un peu entre les 2. Voilà, en cas de conviction forte et si tu veux miser sur un secteur. Mais ça doit représenter une allocation assez faible de l'ETF. Et je raisonne un peu pareil avec les CPI. Tu vois, je pense que les SCPI de fonds de cœur de portefeuille, c'est des CPI diversifiés, qu'elles soient neuves ou anciennes, et idéalement un peu des deux. Et si tu veux vraiment t'exposer à des CPI spécialisés, en logistique, en santé, en bureau, peu importe, hein, mais qui sont vraiment monoactifs, il faut que ça représente une faible partie de ton allocation de CPI. OK, et je reviens sur ce que tu disais, tout à l'heure par rapport à la hausse, notamment des taux. C'est vrai qu'en 2020-2022, il y a eu ces 2 problèmes majeurs qui étaient, un, la Covid-19 et donc l'augmentation du télétravail, d'où l'impact sur les bureaux et donc le taux d'occupation qui a dû fortement diminuer. Et deuxièmement, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté et donc la valeur enfin, je veux dire, le prix de l'immobilier qui a pris cher, quoi. Donc, OK, Ouais. c'est vrai que c'est intéressant. Aujourd'hui,
pour un petit peu situer nos auditeurs, quel est le rendement moyen attendu d'une SCPI? Et comment, justement, derrière, ce qui va être intéressant de comprendre, comment est distribué un, le rendement en soi? Alors, le rendement, on appelle ça le TD, donc taux de distribution. C'est en 2024 en tout cas, alors peut-être me tromper d'un dixième de point, hein, mais c'était quelque chose comme 4,6, tu vois? Si je dis pas de conneries. Ça oscille depuis 2-3 ans entre 4,5 et 4,7 en moyenne de rendement. Sachant que Ça, c'est une c'est, moyenne de tout le marché, hein, ça, c'est tout le net de marché des frais, CPI. mais hors Ouais. fiscalité. Exactement. Net Ok. de frais, hors fiscalité, sachant que la fourchette, elle est beaucoup plus large que ça, tu vois? Ça peut descendre alors, si on parle que des CPI de rendement, parce que les CPI patrimoniales, elles ont forcément un rendement plus faible parce que c'est pas leur objectif principal de faire du rendement. Si on prend les CPI de rendement qui sont les plus courantes, ça va osciller de 3 pour les moins bonnes et ça peut monter jusqu'à 7-8 pour les CPI, les néo-SCPI qui sont voilà, qui ont pas mal le vent en poupe et même cette année, il y en a une qui a fait 11, tu vois? Comet, elle a fait 11, ce qui est incroyable, enfin, qui a jamais été vu, dans le monde des SCPI. Alors, c'est pas ce qu'elle va viser à long terme, hein, Ouais. elle visera moins à long terme, mais tu vois, il y a quand même des SCPI qui ont dépassé les 10. Enfin une en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut s'attendre en termes de rendement. La moyenne, c'est qu'en gros, c'est 4-5, mais en réalité, voilà, si tu sais bien choisir ton portefeuille, tu peux assez facilement taper du 5-6 net, hors fiscalité, bien sûr, mais tu peux assez facilement chercher voilà, du 5,5-6 en maîtrisant ton risque avec plusieurs SCPI. Tu vas en chercher certaines à 5 et Ouais. d'autres à 7-8. Enfin bref, tu peux avoir un rendement assez facilement à 5-6. Et quelle était ton autre question, pardon? Il y en a fait une autre. C'était comment, justement, ils versaient ce TD, ce taux de distribution? Je veux dire, ils prennent du Alors, coup le taux d'occupation en fonction de ce que versent justement les locataires, ben, alors c'est pas forcément en fonction du taux d'occupation, c'est qu'ils vont, bah, recevoir un certain les nombre loyers. de loyers. Donc ils vont avoir une sorte de chiffre d'affaires brut. Avec ça, ils vont payer, ben, leurs salariés, enfin la société de gestion va se payer, va tous les Ouais. frais de fonctionnement et puis tu as une partie qui est allouée, bah, du coup au loyer à reverser bah, du coup aux particuliers, enfin du moins aux propriétaires de part des CPI donc c'est comme ça que le rendement est déterminé donc ils ont un rendement de brut qui est bien sûr bien plus élevé que ce qu'ils versent, hein. Il y a une part qui Mmh. va dans les frais de fonctionnement, dans les frais de gestion, et puis ils te versent le delta. Donc c'est j'ai envie de Voilà. dire c'est assez simple quoi, c'est enfin tu dois avoir, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais si par exemple on a un rendement net de 6, le rendement brut doit être 8, tu vois par exemple, Oui, tu as ouais. 2 grosso modo qui va permettre enfin payer les frais de gestion, les frais de OK. fonctionnement et puis ils te versent le reste quoi. OK. Tout à l'heure, tu parlais de, SCPI de rendement. Tu as parlé également de SCPI de fiscal, il me semble. Est-ce que on sait qu'il y a 3 grands types de familles, je pense: rendement, fiscal, plus-value. Est-ce que tu pourrais un petit Ouais, peu les expliquer, comment elles se distinguent? Et pour un investisseur qui, enfin, ça va être pour la suite, vas-y. Sinon ça va être trop long. pas de souci. Bah, la CPI de rendement, on va commencer par le plus simple, enfin le plus enfin par abus de langage quand on parle de CPI, on parle très généralement des CPI de rendement. C'est ce qui représente la majeure partie du marché. Leur objectif, c'est de servir du rendement, voilà, tout simplement. C'est comme quand j'aime bien faire le parallèle avec la bourse parce que je sais que ton audience est plutôt familière avec la bourse. C'est comme si Mmh. tu choisissais entre des actions de croissance et des actions à dividendes. En gros, les CPI de Ouais. rendement, c'est les actions à dividendes. Leur objectif, c'est de verser du rendement, pas de se revaloriser en termes de part, mais de générer du rendement. Donc généralement, ça va être des biens à plutôt fort rendement, donc plutôt de l'immobilier commercial, comme on a vu, hein, bureaux, commerce, santé, logistique, ou dans l'immobilier, tu as des rendements plus importants et l'objectif, c'est vraiment de verser un rendement, ben, de verser du rendement, quoi. Les CPI de plus-value, leur objectif, ça va pas être de verser du rendement, ça va être plutôt justement de se revaloriser. Là, l'actif sous-jacent, généralement, ça va être du résidentiel, justement. Parce que le résidentiel, c'est pas ça qui verse les plus gros rendements en immobilier, en classique. Et on va viser plutôt du coup la plus-value, enfin la valorisation des biens immobiliers. Donc ça va plutôt être des biens dans les métropoles, à Paris, Lyon, qu'on va acheter Mmh. cher, où on va avoir un rendement pas terrible, hein, peut-être de 1 ou 2 mais sur lequel on va viser sur la revalorisation des biens. Donc là, tu peux les acheter Et avec les une décote, c'est ça? Tu peux les acheter avec une décote et en fonction du nombre d'années que tu les détiens, ta plus-value, elle sera plus avantageuse. Alors, c'est pas l'histoire de la décote, ça peut être même avec la CPI de rendement, hein. Ça, c'est plutôt par OK. rapport au prix de reconstitution et OK, ouais. au prix de part. C'est juste que l'objectif sera différent. C'est qu'une SCPI de plus-value,
tu vas pas vi tu l'achètes pas pour faire du revenu passif. Tu l'achètes Mmh. pour générer enfin, faire une plus-value à Exactement. la revente. Alors que les CPI de rendement, tu peux bien sûr faire les 2, hein. Tu peux aussi le prix de part peut augmenter et c'est tant mieux parce que ton TRI il est encore plus haut. Mais c'est pas l'objectif premier de la CPI de rendement. L'objectif premier c'est d'avoir du rendement, donc un revenu passif, plus ou moins important. Encore une fois, tu fais le parallèle avec, si on fait le parallèle avec l'immobilier classique locatif, c'est comme si tu as le choix entre un appart à Paris. Tu sais que ton rendement sera nul, mais la performance, la valorisation sera potentiellement plus élevée. Et si tu prends un appart, voilà, qui est dans une ville moyenne, une petite ville ou dans une zone qui est un peu moins recherchée, tu peux avoir des rendements de 7, 8, 10. Tu vas avoir du rendement, mais par contre, la valorisation potentielle, elle va être faible. C'est Donc ça. c'est le même, principe. Et pareil, ça on fait encore un parallèle avec la bourse, hein. Une action à dividende a pas tendance à Mmh. performer beaucoup et VS une action de croissance. C'est un peu les 2, voilà, le parallèle qu'on peut faire. Et ensuite, tu as les SCPI fiscales. Pour le coup, moi, je suis pas très, très fan de ça. Là, l'objectif, ça va être d'investir plutôt dans des comment dire? Des projets type, Pinel, Censi-Bouvard, donc avec, où l'objectif, ça va être vraiment de défiscaliser. Voilà, moi je suis pas ultra fan de ces produits-là parce que c'est, généralement la fiscalité qui vient aveugler un petit peu l'investisseur et le rendement net de fiscalité à la fin, même en tenant compte de l'avantage fiscal, est souvent décevant. Donc moi je m'éloigne pas mal de ces SCPI. C'est pas un sujet que j'aime beaucoup, que je c'est pas un sujet enfin, c'est pas des SCPI que je conseille. Donc heu, donc voilà, c'est pour ça que je mets des j'en OK. parle mais très vite fait parce que, du coup, le temps que j'ai passé à creuser le sujet, ça m'a tellement pas convaincu que forcément je pourrais pas te donner beaucoup plus d'astuces, mais juste, le concept en gros, c'est de faire des fiscs avec et comme pour le Pinel sur l'immobilier, locatif classique, voilà, dans la grande majeure partie des cas, les gens sont assez déçus des rendements donc c'est pour ça que je m'en éloigne pas mal. OK. Tout à l'heure, tu parlais des avantages. Donc tu disais la passivité, notamment la diversification, pardon. Quels sont les inconvénients à avoir en tête aussi et à faire attention? Alors, il y en a plusieurs. Alors déjà, ça va dépendre, alors le 1 chose sur laquelle faire attention, c'est déjà la fiscalité. Parce que la fiscalité, elle est assez spécifique et en fonction de comment tu investis un SCPI et je pense qu'on y reviendra après, ça peut faire très mal. Ça peut faire très, très mal et surtout quand tu es sur des TMI supérieurs à 30. Le sujet, il est vraiment là. Quand tu es Oui. en dessous, ça va, tu le sentiras pas trop passer, mais au-dessus de 30, ça peut faire très mal. Donc déjà la fiscalité, suivant de comment tu investis un SCPI, ça fait partie des choses qu'il faut sur lequel faire très attention. Ensuite, dans les autres inconvénients, tu as le fait que, du coup, tu es exposé qu'à l'immobilier d'entreprise, enfin, dans la grande majorité des cas. Hem, L'autre chose aussi, c'est, comment dire? Que attends, j'ai oublié l'autre, inconvénient qui va me Les revenir. frais? Les frais de gestion, non? Les frais de alors, Enfin, pas forcément les de frais de gestion, mais des frais gestion. en général. Ouais, plutôt les frais d'entrée. Alors ça c'est un faux défaut, enfin un faux défaut. Les frais de gestion, pour moi, c'est un faux défaut parce que le rendement qui t'est servi, il est net de frais de gestion. Donc à la limite, Oui. je t'en fous un petit peu de ce qu'ils prennent tant qu'ils enfin, moi je préfère une SCPI qui me reverse 7 net de frais et qui prennent 20 de frais de gestion, plutôt qu'une SCPI qui me reverse 5 et qui prennent 10 de frais de gestion, tu vois? Donc les frais de gestion, c'est un peu entre guillemets un voilà, c'est pas pour moi un gros inconvénient. Par contre, oui, tu as les frais de souscription qui peut être un frein parce que forcément, les frais de souscription qui sont à peu près 10 en moyenne, viennent, ben, impacter clairement le rendement et généralement, ça veut dire que sur les 2 premières années, tes loyers, si on est à 5 de rendement, tes loyers te permettent à peine de rembourser les frais de souscription. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, tu es flat. Tu commences à gagner de l'argent qu'au bout de 2 ans. Donc oui, c'est un inconvénient, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as maintenant des CPI sans frais de souscription qui permet du coup d'avoir, voilà, de ne pas avoir ce problème-là. Par contre attention, c'est pas pour autant qu'il faut spéculer et les acheter, les revendre comme ça parce que si tu les revends avant les 3 ans dans ces CPI, hein, voire 5, du coup, il y a des pénalités. Donc en réalité, c'est un peu des frais de souscription pas cachés, mais c'est pour éviter la spéculation et l'achat-revente. OK, ouais. Et aujourd'hui, justement, on va rentrer dans le sujet. Quand on veut choisir une bonne SCPI, selon toi, quels sont les critères à analyser en priorité? Donc là, il y a les frais, je suppose, déjà? Non, mais justement, tu vois, Ouais. les frais, c'est OK. pas un critère absolu.
c'est bien, je pense, d'avoir des CPI et sans frais d'entrée et avec frais parce que c'est des CPI anciennes, mais c'est pas le critère le plus important, tu vois? Pourtant, je suis le premier à chasser les frais, hein. Je suis, sur les courtiers, les machins, je suis le premier à chasser les frais et dire que c'est ce qui impacte notre perf. Mais sur les CPI, ça doit pas être le critère numéro un. Je pense que c'est bien d'avoir des CPI sans frais d'entrée pour en profiter de cette tendance, tout ça. Mais prendre que des CPI sans frais d'entrée juste pour ce critère-là, je pense que c'est aussi risqué. Parce qu'encore une fois, c'est un business model récent, donc pas non plus se laisser aveugler par ça. 1 critère, hein, qui peut paraître stupide, mais c'est le rendement. Bah, de regarder le rendement, tu vois? De voir, d'être au moins au-dessus du rendement moyen, donc pour moi, c'est au moins 5 aujourd'hui. 2e critère, regarder le taux d'occupation financier. Donc ça, tu peux les avoir facilement dans les rapports trimestriels ou même sur plein de plateformes, comme Louvinvest, Ramify, machin, enfin, ils te l'affichent assez facilement, le taux d'occupation financier. De regarder les actifs sous-jacents, ça, c'est peut-être même le 1er critère finalement, hein. Comme quand tu regardes un ETF, il faut regarder quel indice tu répliques. Bah, là, c'est pareil, dans quoi tu investis concrètement? Donc, est-ce qu'il y a du bureau? Est-ce qu'il y a des commerces? Est-ce que c'est diversifié? Est-ce que c'est spécialisé? Donc regardez, bah, quelle est la diversification sectorielle et géographique. Donc ça, c'est super, super important en termes de critères. Donc sur les CPI choisis et aussi sur l'assemblage du portefeuille des CPI parce que, voilà, si tu as 4 SCPI diversifiés, tu peux te permettre de prendre une SCPI spécialisée. Mmh. Par contre, voilà, prendre une SCPI diversifiée et prendre 4 spécialisées, bon, c'est peut-être un peu plus risqué. Un autre critère très important, ça va être, de regarder la valeur de reconstitution. Grosso modo, la SCPI, elle a un prix de part qui est affiché. Disons 100 €. Mais ça, c'est le prix auquel tu l'achètes. Mais tu as tous les 3 mois un expert indépendant qui vient évaluer la valeur intrinsèque du parc immobilier s'ils devaient vendre tous leurs biens immobiliers, au jour d'aujourd'hui. Donc et ça, c'est la valeur de reconstitution. Ça permet de voir en fait si tu surpayes ta part ou si tu la sous-payes. Et aujourd'hui, les SCPI ont le droit de de garder un prix de part à plus ou moins 10 de la valeur de reconstitution. Enfin, du moins, l'AMF les autorise à garder une fourchette de plus ou moins 10. Si ils ont une part à 100 et que leur valeur de reconstitution est à 90, ils sont dans l'obligation de baisser leur prix de part. Si elle vaut 110, ils sont dans l'obligation d'augmenter le prix de part. Alors bien sûr, ils peuvent l'augmenter et la baisser quand ils veulent, hein, ils sont pas obligés d'attendre le couperet de l'AMF, mais c'est très important parce que ça te permet de voir si tu surpayes ou si tu sous-payes une action. Enfin, si tu as fait une bonne affaire ou si, bah, tu fais une mauvaise affaire. Donc ça, c'est un critère très important parce que, si tu achètes une SCPI qui a une surcote de 8, bon, bah, tu prends un énorme risque de te prendre un -8 immédiat, quoi. Ouais. Alors que si tu achètes une SCPI en décote de 8, bah, tu as de grandes chances que la part soit revalorisée, en plus bien sûr du rendement versé. OK, donc d'où l'importance de comparer la valeur de reconstitution avec la valeur de la part. C'est ça? Exactement, ouais. OK. Toujours regarder, voilà, idéalement acheter en décote et si vraiment la SCPI elle est nickel, idéalement au juste prix, quoi, Et est-ce selon que le tu type. regardes l'évolution, justement, de la valeur du prix de la part, il me semble? Enfin, je sais qu'il y a 2 données qu'on peut voir au niveau de l'évolution. C'est quoi? C'est la valeur du c'est le taux de rendement et la valeur de reconstitution, la valeur de la part? Faut opter Ouais, potentiellement sur une valeur de part qui soit croissante, enfin, qu'il y ait pas bah, de baisse. idéalement quand tu vois un prix de part qui est stable ou qui augmente régulièrement, c'est un super bon signe. Ça veut dire que la société de Mmh. gestion, elle gère super bien son parc, qu'elle choisit bien ses actifs et qu'ils se revalorisent. Donc ça veut dire que, bon, déjà si on dézoome un petit peu, en SCPI comme en IMO et comme en action, tu peux gagner de l'argent de 2 façons, avec le rendement et avec la valorisation. Donc le rendement, c'est ce que tu vois, c'est le taux de distribution C'est et la ça. valorisation, bah, c'est la revalorisation des prix de part. Donc si tu as une SCPI qui revalorise régulièrement leur prix de part et qui en plus verse un bon rendement, bon, bah, c'est jackpot, quoi. C'est un super bon signe. Par contre, si tu vois une SCPI qui a un bon rendement, mais qui baisse son prix de part, bon, c'est ton TRI à la fin, il va pas être terrible. Mais c'est aussi important de regarder l'évolution du TD, donc du taux de distribution, donc du Oui. rendement, pour voir aussi comment il évolue. Parce que si, ils ont versé 8 pendant 2 ans, mais qu'au bout de 2 ans, ils versent 4, bon, bah, voilà, c'est pas non plus super bon signe, quoi. OK, C'est bien et tu d'avoir des regardes rendements d'autres stables, quoi. OK, et tu regardes d'autres indicateurs? Toi, aujourd'hui, potentiellement, tu en regardes d'autres ou non? Ouais, bah, alors là, je te l'ai fait de tête, hein, j'ai pas ma checklist sous les yeux, mais ouais, taux de distribution, donc le Ouais. rendement, l'allocation Actif, d'actifs géographiques et sectoriels, prix de reconstitution.
les frais de souscription. Je dis c'est pas le critère le plus important, mais je regarde quand même. Taux d'occupation financier et Ouais, aussi important, je n'en ai pas parlé, mais la capitalisation. Regardez, oui, quelle est la taille de la SCPI. Voilà, idéalement pas en dessous de 100 millions, c'est mieux, ça prouve une certaine solidité, un certain historique. Après plus c'est gros, mieux c'est, parce que la CPI, ça prouve qu'elle a une belle assise, qu'elle est là depuis longtemps, tout ça. Après généralement les très grosses capitalisations aussi en ce moment, elles ont un peu moins le vent en poupe, donc il faut quand même bien regarder les autres critères. Mais voilà, au moins une capitalisation de 100 millions, je dirais, pour voilà, assurer le coup, quoi. ok, ouais. Donc là, on parle de choix de SCPI pour essayer d'avoir un rendement qui est stable, un rendement qui est croissant dans le temps. Maintenant, on sait aussi que la rentabilité, elle se fera énormément sur le choix de la fiscalité. Est-ce que ça peut jouer Le rendement énormément? net en tout cas. Ouais, le rendement net, ouais, pardon. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a une vaste possibilité, et d'ailleurs tu vas un petit peu les énumérer et les expliquer. C'est comment tu peux optimiser tes investissements en SCPI pour potentiellement, après je pense que ça va également dépendre de chaque objectif de chaque investisseur, mais pour optimiser ta fiscalité. Je sais que tu as le fait d'investir dans des contrats d'assurance vie, tu as les SCPI européennes également, tu as le fait de mettre en place un système de démembrement pour pouvoir, bon ça c'est plus dans le côté de la transmission, ou même d'acheter en nu Ou même pas, propriétaire, hein. ouais, d'acheter en nu propriétaire pour derrière bénéficier de je sais plus, je sais plus, c'est pas ma D'une spécialité. décote à l'achat. Bah, l là alors je sais pas si tu as terminé? Ouais, 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 Ouais. je t'en ai énuméré un petit peu. Non, Justement, non, si mais tu peux tu en fait, approfondir un peu. tu fait mon taf, hein, c'est bon. C'est les 3 principales, sources d'optimisation fiscale que tu as citées. Alors je vais les développer un petit peu quand même parce que c'est mon Ok, rôle oui. aujourd'hui. Mais tu as énuméré les 3 façons, enfin les 3 optimisations fiscales principales. Sachant que le sujet, il se pose vraiment quand tu es un TMI supérieur à 30. Encore une fois, quand tu es un TMI Ouais. 11, c'est un peu moins un sujet parce que, voilà, pour tout un tas de raisons, mais en gros, l'impact fiscal est beaucoup moins gros. Heu, Grosso modo, en assurance vie, ça reste une bonne solution, encore une fois, quand tu as un TMI 30. Mais attention, attention à l'assurance vie choisie, attention à vérifier déjà que l'assurance vie prend pas de frais de versement, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de sortie, qu'elle Hmm. reverse 100 des loyers. Il y a très, très peu aujourd'hui qui le font et qu'il y a un large choix des CPI. Alors, tu auras jamais le choix que tu auras en direct Oui. sur les assurances vie, mais sur la meilleure assurance d'aujourd'hui, tu en auras une vingtaine à peu près des CPI, ce qui peut être OK pour faire voilà, pour construire un portefeuille. Mais voilà, tu as quand même certains inconvénients liés à l'assurance vie. Bah, déjà, tu as les frais de gestion qui seront incompressibles, que tu n'as pas, en direct. Tu as moins de choix et aussi tu as les frais de souscription qui sont pris à l'entrée, direct. Alors Oui. que quand tu achètes en direct, les frais de souscription, ils sont pris quand tu revends. Donc du coup, ton rendement calculé, il est calculé sur une assiette un peu plus importante quand tu es en direct plutôt qu'en assurance vie. Mais par contre, voilà, la fiscalité, elle est avantageuse parce que, bah, tu vas rester dans l'enveloppe de l'assurance vie, tu vas toucher tes loyers qui vont arriver sur ton fonds euro et du coup, sans aucun impôt, sans CSG, sans taxe, sans rien. Et après, tu peux même racheter des parts pour faire rouler la boule de neige. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et après, l'idée, c'est de sortir régulièrement en profitant des abattements pour payer que la CSG sur tes gains. Après, c'est tout un mécanisme, hein, on va peut-être pas détailler là, mais voilà, Oui, tu peux c'est effectivement 24,5. faire des belles choses en assurance vie. Non, tu peux même être à 17,2, hein, si pour une personne seule, 4 600 € d'abattement annuel, hein, si tu sors, Ah oui, 4 effectivement, 600 oui. annuellement de plus-value, tu seras imposé qu'à 17,2. Alors après, si tu es en couple, c'est le double et puis c'est effectivement au-dessus de l'abattement, tu passes à 24,2. Mais voilà, tu peux faire des choses comme ça, mais on va dire, il faut bien jouer avec les abattements quand tu sors. Parce qu'effectivement, si tu sors tout en une fois, tu risques, d'être rattrapé soit à 24, voire à 30 si vraiment tu Oui. as des gros montants. Et pour la Hem, transmission, ça peut être pas mal aussi. Comme avant 70 ouais, bah, ans, là tu peux bénéficier de l'abattement de 152 000 euros, 500, 152 500 euros. exactement, pour la succession, c'est exactement ça. Donc ça peut être super intéressant pour la succession effectivement, ouais. C'est un autre avantage de l'assurance vie, mais ça, c'est pas forcément la SCPI pour le coup. Ça, c'est vraiment tout ce que tu mets dans Oui. la ça, c'est vraiment plus l'enveloppe assurance vie qui Ah, permet cet oui. avantage, successoral. Hem, Ensuite, donc du coup, là, on revient sur le mode en direct. Si tu investis du coup en SCPI en direct, alors je vais déjà donner le cas le plus défavorable pour comprendre pourquoi on parle d'optimisation. C'est que quand tu investis dans une SCPI française et que tu es en TMI 30, si tu touches 100 € de loyer et que tu es en TMI 30, tu vas être imposé à
30% de TMI plus 17,2 de CSG. Donc ça fait très mal, tu as 47,2% de taux d'impôt. Alors, en réalité, c'est un petit peu moins parce que tu as un abattement de 30%, tout ça, bon. Mais l'un dans l'autre, c'est quelque chose comme 35-40% quand même d'impôt, donc ça fait très très mal. Et encore plus si tu es en TMI 40 ou 45, 41 ou 45. Et le fait de prendre de la SCPI européenne, ça te permet d'avoir un calcul de l'impôt qui est différent. Parce que tu vas avoir, alors tu auras un prélèvement à la source de la part du pays en question, mais tu n'auras pas de CSG à payer. Et le delta à payer en France, le taux d'impôt en delta, alors là, il faut s'accrocher, c'est un peu technique, mais ce sera le TMI moins le taux moyen. Donc, tu sais, tu as toujours une TMI qui est affichée sur ta feuille d'impôt, disons 30. Donc, en France, hein, c'est 0, 11, 30, 41, 45. Mais tu as un taux moyen aussi. Donc, imaginons que ta TMI, ce soit 30 et que ton taux moyen soit 15. En fait, ton taux d'impôt, ce sera 30 moins 15, donc 15. Donc, ça reste plus intéressant parce que tu vas avoir le prélèvement à la source qui est généralement à 15, plus l'impôt restant français qui est à 15, ça va faire 30% en gros. VS 47 si tu étais sur la SCPI française. Donc, c'est une petite optimisation fiscale qui est faisable, donc de partir sur la SCPI étrangère. Et bien sûr, hein, sur les CPI qui font une partie à l'étranger, une partie française, hein, c'est tout le calcul de l'impôt se fait au prorata. Et du coup, troisième optimisation fiscale, ça va être la nue propriété. Et là, le gros avantage que tu as en nue propriété, c'est que tu vas pouvoir acheter avec une décote. Donc, grosso modo, si le prix de ta part vaut 100, tu vas, et que tu fais un démembrement sur 7 ans, tu vas pouvoir l'acheter avec 30% moins cher. Donc, le gros avantage, c'est que, en fait, tu as un double avantage. C'est que tu vas acheter donc moins cher, mais en plus, tu vas pas recevoir de loyer. Et vu que généralement, tu as une fiscalité importante, tu vas pas du tout être fiscalisé parce que tu reçois pas de loyer. Mais au bout de 7 ans, tu vas retrouver le prix de part originel, enfin le prix, ce qu'on appelle le remembrement. Donc si elle vaut 100, tu vas passer de 70 à 100, donc tu fais un plus 35, plus 40% immédiat et sans impôt. Donc tu fais une plus-value quasi assurée sans impôt. En plus, bien sûr, si le prix de la part a monté, tu prends aussi, hein, bien sûr, cette plus-value. Là, je pars du scénario pessimiste où la valeur de la part n'a pas bougé, mais tu pourras aussi prendre la plus-value en plus. Et, et c'est intéressant parce que du coup, tu peux te faire des TRI très intéressants sans être fiscalisé pendant la durée du démembrement et avoir une plus-value quasi assurée. Et ça, c'est vraiment adapté surtout pour les personnes, tu vois, qui sont proches de la retraite ou du moins qui ont une vision sur quand ils vont avoir une baisse de revenus, qui sont très fortement fiscalisés pendant la période où ils travaillent. Et si ils se disent, OK, dans 7 ans, je suis à la retraite, acheter une SCPI en nue propriété pendant 7 ans, ça te permet de pas alourdir ta fiscalité pendant que tu as des revenus actifs. Mais du coup, au moment de la retraite, tu passes en pleine propriété, tu vas avoir une baisse de revenus, mais qui va être compensée par les revenus de la SCPI sans alourdir ta fiscalité. Donc ça peut être vraiment un combo intéressant pour ce genre de profil qui ont une vision sur leur date de départ en retraite, alors qu'elle soit classique ou même anticipée, hein, mais quand du moins on a une vision sur la baisse de revenus et sur quand le revenu de la SCPI pourrait remplacer une partie des revenus du salariat. Ok, ouais, c'est super intéressant. Et j'avais une dernière question. On va finir là-dessus. Je pense peut-être encore une dernière par rapport à la bourse. On parlait du crédit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'avantage du crédit par rapport à la SCPI? Alors, le crédit, enfin, le gros avantage, c'est le côté effet de levier, en fait, hein. Comme sur l'investissement immobilier classique, hein, c'est le principe finalement Hmm. de s'enrichir avec de l'argent qui n'est pas à nous et d'amortir le crédit sur le long terme qui fait que tu constitues du patrimoine, vraiment passivement. Par contre, faire attention parce que il y a faire du crédit avec une SCPI, c'est pas aussi avantageux qu'avec de l'immobilier physique parce que déjà ton taux, il sera plus important. Tu as toujours une survalorisation du taux, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais imaginons qu'en ce moment, tu as un taux qui est à 3 pour emprunter sur l'IMO classique, même locatif, hein, avec une SCPI, il sera plus élevé. De base, le taux est toujours plus important en SCPI. L'autre chose aussi, c'est que sur l'immobilier locatif classique, si tu mets un petit peu à la main à la pâte, que tu fais du rendement entrepreneurial, que tu trouves vraiment la bonne affaire et que tu l'exploites bien, tu peux générer du cash flow. Tu peux être autofinancé, voire même gagner de l'argent immédiatement sans attendre 20 ans. Avec les SCPI, ce ne sera pas possible. Du moins, si tu mets pas d'apport ou que tu en mets très peu, tu devras faire un effort d'épargne. Ok. Donc, il faut être OK avec ça. Il faut être OK avec ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc l'effet de levier enfin le crédit sur les CPI, oui, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire en fonction de enfin, je pars du principe qu'il ne faut pas que ça te bloque pour d'autres projets immobiliers. Si par exemple, tu as déjà ta RP, ta résidence principale, et que tu es sûr de ne pas faire de locatif par la suite,
là, je pense que ça peut être intéressant. Par contre, si tu veux te garder de la Mmh. capacité d'emprunt pour faire des projets, tu risques, le crédit en SCPI, c'est pas là où qui sera le plus optimisé parce que encore une fois, tu auras un effort d'épargne, ça va alourdir ton taux d'endettement donc ça peut être intéressant, mais voilà, si tu es sûr de pas vouloir d'autres IMO locatifs ou tu as pas d'autres projets voilà, tu es sûr de pas être bloqué avec un autre crédit par la Donc suite. une SCPI, c'est très compliqué de générer du cash flow positif? Si tu mets pas Ouais, d'apport, si tu empruntes 100, c'est impossible. Enfin, OK. je connais personne qui a réussi, Ouais. quoi. Et puis ça C'est, ça dépend pas de toi, ça va dépendre des autres sociétés de gestion, des SCPI. déjà le taux il va évo le taux enfin le taux va évoluer, mais même en tenant compte de tous les frais annexes et tout, Mmh. c'est très compliqué d'avoir de l'autofinancement ou du cash flow positif avec une SCPI. Géné enfin, tu peux limiter ton effort d'épargne, hein, mais généralement tu as un effort d'épargne, ouais. Dans la grande, grande majorité des cas, tu as un effort d'épargne, quand tu fais du crédit sur les SCPI, ouais. OK. OK, ouais, je comprends. Bon, Thomas, j'avais encore plein, plein, plein de questions à te poser. Franchement, je te remercie déjà pour tout. Je vais juste finir sur une dernière question. Et je pense que c'est quelque chose que nous deux, on connaît bien par rapport à la bourse. On veut faire un lien SCPI bourse. C'est aujourd'hui, quels avantages avec une SCPI offre que que l'on ne retrouve pas dans la bourse? Et inversement. La volatilité, Oui. déjà, la bourse, tu le sais, hein, c'est beaucoup plus volatile, hem et l'exposition à l'immobilier réelle, que tu n'as pas vraiment avec la bourse. Alors tu peux l'avoir avec les foncières cotées, mais c'est généralement pas les actions qui sont les plus, Ouais. les plus solides en bourse. Enfin, du moins, ça dépend de l'objectif aussi, mais tu une exp c'est le fait d'être exposé à de l'immobilier vraiment tangible. Bon, les foncières aussi, tu me diras, c'est tangible, sous-jacent, mais là, tu es sur, de l'immobilier, voilà, que tu peux bien, bien comprendre sur l'immobilier d'entreprise et voilà, tu as pas la volatilité, quoi. Tu as des rendements vraiment stables, beaucoup plus stables que tu peux avoir, en fait, tu as une meilleure vision généralement que même sur des actions à dividendes, tu vois? Donc je dirais, ouais, la volatilité, la stabilité du rendement et une exposition à l'immobilier. OK. Et puis c'est vrai que si on compare, justement, tu parlais des REITs ou des SIC, donc des sociétés immobilières cotées en bourse, sur lesquelles on peut investir. Là, on n'a pas le levier du crédit. Alors que investir sur des SCPI, là, on a le levier du crédit. Te permet, ouais, complètement. Complètement et c'est vrai que, tu peux pas faire du levier en bourse, hein, enfin, tu peux le faire sur des CFD et compagnie, mais c'est généralement pas trop Oui, avec de conseillé. la marge et tout. Hem, ouais, ça vaut mieux éviter, on va dire, surtout pour les débutants. Mais effectivement, avec la bourse, enfin avec des SIC ou des REITs, tu vas pas pouvoir faire du levier alors que tu avec tes SCPI, tu pourras le faire et généralement le sous-jacent, c'est le même en fait, hein, quand tu es sur une foncière cotée ou une SCPI. La foncière cotée, elle investit dans l'immobilier d'entreprise. Donc la SCPI, c'est une foncière cotée, mais qui n'est pas cotée, quoi. Oui. Et qui du coup n'est pas volatile et qui t'assure un rendement vraiment plus stable. Heu, voilà. Ok. Bah écoute, je te remercie Thomas pour toutes tes questions, enfin pour toutes les réponses à mes questions. J'espère que ça pourra aider énormément de personnes. Et donc c'est déjà la fin de cet épisode d'Investir pour demain. J'espère que cette conversation avec Thomas t'aura apporté justement des clés concrètes pour investir dans les SCPI. Tu peux d'ailleurs suivre Thomas sur Instagram ou même en podcast. Je te mettrai le lien. Il partage beaucoup de valeur. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi, à laisser une note ou un commentaire. C'est parce que l'objectif, c'est vraiment d'apporter de la valeur et de faire connaître de plus en plus ce podcast. On se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, comme d'habitude, forme-toi, passe à l'action et investis pour demain. À très vite. Merci Thomas. Salut. Merci à toi.